Voilà, tout le monde a le message. Donc je vais d'abord me présenter et puis après je laisserai la main à Caroline Joutot. Donc moi je suis Lucie Jean-Jean, je suis la coordinatrice et la responsable pédagogique de l'organisme de formation de l'association FAY. Donc l'association FAY qui existe depuis 2007 est donc, une association à but non lucratif. La FAY, donc Famille, Enfance, Éducation populaire, c'est à la fois, un festival de la petite enfance, donc là on en est au 36e qui aura lieu en 2026 à Pau. Donc le festival de la petite enfance, c'est 4 jours de festival qui regroupe des associations et des partenaires autour, de la petite enfance. Et la FAY, c'est aussi un organisme de formation certifié Qualiopi depuis 2021, où on propose donc des formations pour les professionnels de la petite enfance et de la périnatalité, mais aussi pour, les particuliers. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on propose ce webinaire aujourd'hui. Donc c'est un premier webinaire. Donc aujourd'hui, la formatrice, c'est Caroline Joutot. Je la laisserai, se présenter. Juste avant de commencer, vous avez été très nombreux, à répondre présent pour ce webinaire et donc nous avons eu plus de 90 questions, autour de la thématique, du sommeil de l'enfant. Malheureusement, nous ne pourrons pas prendre le temps à la fin du webinaire de répondre à toutes vos questions. Donc, Caroline Joutod a intégré, certaines réponses aux questions. Elle a pris les questions les plus demandées, hein, donc elle les a directement intégrées dans sa présentation, dans le webinaire. Et nous restons disponibles, bien évidemment, après, le webinaire ou sur le chat. Voilà, j'essaierai de répondre si jamais il y a des questions particulières, mais voilà, nous ne pourrons pas prendre de temps, à la fin du webinaire pour, répondre à toutes votre questions au vu du grand nombre, de participants. Donc je le répète, merci pour ceux qui viennent d'arriver, merci de laisser les caméras et les micros éteints, s'il vous plaît. Voilà, bah, écoutez, je laisse la main à Caroline Joutot. Merci. Merci Lucie. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation et le grand nombre de personnes que vous êtes et qui êtes intéressées par justement cet accompagnement sur le sommeil de l'enfant. Alors aujourd'hui, on va apprendre que le sommeil de l'enfant n'est pas quelque chose d'inné. Avant toute chose, il est important pour vous de savoir qui je suis pour mieux comprendre mon fonctionnement et vous montrer également tous les outils que je peux vous apporter à travers ce webinaire. Donc, je suis spécialiste depuis plus de 10 ans maintenant pour le sommeil des adultes et depuis plus de 4 années maintenant sur le sommeil de l'accompagnement de l'enfant et spécifiquement de l'enfant de la petite enfance, mais ça va jusqu'à cette adolescence. J'utilise différents outils qui sont le MDR-DSA pour l'accompagner l'enfant par rapport à des troubles qui sont liés justement à son psychologique, à son évolution cérébrale, de la sophrologie du sommeil qui est nécessaire à l'enfant pour pouvoir acquérir un sommeil réparateur, pour ne pas non plus être en hyperfatigue le soir qui empêche cet endormissement. La naturopathie pour tout ce qui est en lien avec cette sphère organique, c'est-à-dire l'alimentation, les bons équilibres, l'hygiène de vie au quotidien. Et bien évidemment, la chambre à coucher qui a une place très importante sur le sommeil de l'enfant. Je prépare aussi des conférences et je suis aujourd'hui là pour vous présenter ma formation, mon webinaire sur le sommeil de l'enfant. Je suis également l'autrice de 3 ouvrages. On l'évoquera un petit peu plus tard, mais ce n'est vraiment pas l'objectif de la journée. La formation que je dispense au sein de la structure FAY est destinée donc aux professionnels de la petite enfance, de la santé, du milieu social, mais bien évidemment également au niveau des parents et des grands-parents. Ce sont d'ailleurs les premiers à être démunis face aux problèmes de sommeil de leurs enfants. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un problème pour les parents, pour les professionnels de la petite enfance, c'est aussi devenu un acteur majeur et en tout cas une préoccupation importante au niveau du gouvernement. Vous avez à l'écran là la sensibilisation des professionnels à l'accueil de jeunes enfants par rapport à l'importance du sommeil, par rapport à cette directive européenne et même nationale. Vous trouverez en pièce jointe cette feuille de route interministérielle qui va vous permettre, lorsque vous pourrez visualiser ce webinaire à votre rythme, selon vos envies, découvrir cette feuille de route bien complète qui est prise en charge, en tout cas qui est un objectif majeur au sein du gouvernement. D'ailleurs, pour information, les professionnels pédiatres
auront même à remplir dans le carnet de santé de l'enfant la courbe du sommeil de l'enfant. Donc c'est devenu vraiment une préoccupation majeure qui va suivre l'enfant dans cette petite enfance, dans cette structure au niveau familial, mais également au niveau scolaire, au niveau professionnel, au niveau entreprise. En fin de compte, le sommeil va être un sujet vraiment récurrent et nécessaire d'une prise en charge collective à n'importe quel âge de la vie, parce qu'aujourd'hui, ce sommeil, il porte défaut pour de nombreuses personnes et malheureusement déjà au niveau des enfants. Donc aujourd'hui, nous allons un petit peu décortiquer cette formation que je propose au sein de la structure FAY sur l'accompagnement du sommeil de l'enfant de 0 à 3 ans. Il faut savoir que l'enfant du sommeil de 3 ans se fait sur 2 jours en présentiel. Donc vous voyez à l'écran les prochaines dates des formations, mais il y a aussi des possibilités en journée pédagogique. Si on a besoin de 2 jours de formation en présentiel sur le sommeil de l'enfant de 0 à 3 ans, vous pouvez bien concevoir qu'un enfant, ce n'est pas un adulte miniature. Un enfant, il a des besoins spécifiques qui rendent non seulement les parents heureux, qui font des professionnels qui l'accompagnent, des professionnels encore plus compétents de ce que vous êtes déjà, parce que vous faites de votre mieux, mais vous n'avez peut-être aujourd'hui pas tous les outils pour comprendre le sommeil de l'enfant à 0 à 3 ans. C'est pour ça que vous êtes présent aujourd'hui et je vous en remercie. Mais ça permet surtout à l'enfant qui dort de bien grandir, de bien évoluer, de bien apprendre, de bien être dans une relation sociale. En fin de compte, c'est un équilibre du quotidien qui ne doit pas juste être pris de temps en temps à la légère ou en considération, mais qui doit être inscrit dans une habitude, comme un rituel du soir, d'un fonctionnement normal par rapport à l'âge de l'enfant pour lui permettre juste d'être un enfant épanoui qui grandit et qui apprend de belles choses dans la vie pour devenir un adulte responsable et un professionnel qui s'épanouit dans son travail et dans sa vie personnelle. Donc, nous allons voir aujourd'hui, nous allons aborder ensemble que le sommeil de l'enfant a des besoins bien spécifiques. Ils sont différents de ceux de l'adulte. Et ils sont tellement donc différents que jusqu'à l'âge des 2 ans de l'enfant, ce sommeil a des besoins et des évolutions 6 fois. Est-ce que vous vous rendez compte que dans les 2 premières années de la vie de l'enfant, son sommeil évolue, nécessite des besoins et des adaptabilités différentes, au même titre que l'alimentation. L'alimentation, on s'en rend un petit peu plus compte. Ils sont tout petits, ils sont au lait. Après, ils passent un petit peu aux produits un petit peu plus diversifiés. On met les petits morceaux. On commence une alimentation peut-être avec des protéines, des féculents ou d'autres produits. Là, on s'en rend un petit peu plus compte. Mais quand on amène un sommeil, quand on amène un enfant à aller se coucher, quand on lui demande de faire une sieste, quand on veut le soir le mettre au lit, c'est un petit peu le même principe que cette alimentation qu'on voit, dont on voit l'évolution vraiment visible, mais qui est similaire et identique sur son sommeil. Or, qu'en règle générale, moi y compris avant que je sache tout ce que je suis en train de vous expliquer, je pensais qu'un enfant, on le pose au lit, il dort de la même façon qu'il a 2 mois, qu'il a 6 mois, qu'il a 9 mois, qu'il a 2 ans. Ben non. Le sommeil est différent. Ses besoins sont différents. Son rythme circadien, c'est-à-dire son horloge interne et son fonctionnement cérébral, sont différents en fonction de la maturité de ce cerveau. Donc, si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés par rapport au sommeil de votre enfant, ce n'est pas de votre faute, c'est que vous n'avez pas les outils, c'est que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. En tout cas, je vais vous donner des pistes, des indications. On ne pourra pas tout voir ensemble, mais en tout cas, on va élargir au maximum. Donc, vous l'avez bien compris, le sommeil de l'enfant n'est pas un adulte miniature. Ses besoins sont spécifiques et différents. Quand on est adulte et qu'on dort, on va rester juste sur ce sommeil, non pas sur cette phase diurne ni endormissement, mais déjà rien que sur la phase sommeil, l'adulte enchaîne 4 cycles, ou en tout cas 4 ondes cérébrales différentes qui sont amenées à indiquer que ces 4 ondes cérébrales qui se succèdent les unes après les autres correspondent à le rythme circadien de l'adulte et qui correspondent à son sommeil, c'est-à-dire son train de nuit, qu'il répercute plusieurs fois dans la nuit. Et donc ça évolue de gamma, sigma, le sommeil lent léger, à delta, theta, le sommeil lent profond.
Donc, quand vous couchez peut-être vos enfants, vous pensez qu'ils réagissent comme vous. En tout cas, peut-être même vous, vous ignorez que votre sommeil, il y a une succession d'ondes cérébrales qui fait cette horloge biologique interne. On ne va pas l'aborder, mais déjà là, vous constatez que c'est déjà un petit peu plus complexe que ce que vous pourriez même vous imaginer par rapport au sommeil de l'adulte. Eh bien, figurez-vous que l'enfant, il a un rythme très nettement différent, excusez-moi, que celui de l'adulte. Précédemment, vous avez constaté que le sommeil de l'adulte, il y a 4 ondes cérébrales qui se succèdent. Là, vous constatez à l'écran partagé que de la naissance jusqu'à 2 mois, ce sommeil ne contient que 2 ondes cérébrales. Le paradoxal qui est agité, alors que le paradoxal, à l'âge adulte, il est lent, c'est-à-dire on est dans l'incapacité d'être agité, justement, on est en effet statique. Et le sommeil lent léger qui correspond à cette première phase du sommeil d'adulte. Donc c'est complètement déjà inversé. Le cycle de sommeil de l'adulte correspond à peu près à 90 minutes jusqu'à 2 heures. Le sommeil de la naissance à 2 mois de l'enfant sont déjà des cycles de 50 minutes. Donc déjà par rapport à ça, vous voyez que c'est complètement différent. C'est complètement différent, donc les besoins d'endormissement quand on a de 0 à 2 mois sont différents de cet endormissement de l'adulte. Qu'est-ce qu'un enfant a besoin de 0 à 2 mois pour que ce sommeil corresponde ou qu'il réponde le mieux à ce besoin de sommeil de l'enfant? Alors, en règle générale, déjà pour comprendre un petit peu comment son fonctionnement il est, c'est que cet enfant a besoin, ce bébé, il dort en général de 16 à 18 heures par tranche courte de 50 minutes à la naissance. Et normalement, toutes les 2 heures et toutes les 4 heures vers ce 2-3 mois, quand l'enfant grandit, il a besoin de retrouver ce cycle de sommeil pour récupérer, pour emmagasiner les apprentissages qui sont énormes à cet âge-là, parce qu'il découvre la vie, il découvre tout, et surtout pour lui permettre de continuer de grandir et de continuer à faire évoluer son fonctionnement cérébral, ses ondes cérébrales, pour lui permettre, à l'image de cette alimentation, de passer à quelque chose de plus juste pour lui par rapport à son évolution. Mais là, on ne parle pas de l'évolution physique, on parle de l'évolution cérébrale. Parce que ce n'est pas vous qui décidez si l'enfant doit dormir, ce n'est pas lui qui décide, c'est son cerveau, le chef d'orchestre de ses nuits, et donc du coup aussi de vos nuits s'il se réveille en pleine nuit. De la naissance jusqu'à 2 mois, l'enfant ne sait pas faire la différence entre le jour et la nuit. Il n'a pas encore cette capacité de sécréter de la mélatonine. D'où, comme on l'a vu précédemment dans le slide précédent, d'où ce sommeil paradoxal au début, parce qu'il ne pourrait pas enclencher un cycle de nuit s'il n'a pas de possibilité de sécréter de la mélatonine. Donc le cerveau s'adapte à son évolution, c'est-à-dire de ne pas avoir la possibilité de sécréter la mélatonine pour lui permettre de dormir en passant directement dans ce sommeil paradoxal. La nature est bien faite, on ne va pas la refaire et on ne va rien changer. Et donc du coup, un bébé, s'il ne dort pas toutes les 2 heures environ, il rentrerait déjà en hyperfatigue. Mais il n'aurait pas les outils pour vous, parents, pour vous, professionnels, d'indiquer, hormis les pleurs, de dire que j'ai besoin de dormir. Donc, c'est le pleur qui va être la première indication d'un manque de sommeil de l'enfant par rapport à son propre rythme. Donc, même s'il a besoin de dormir toutes les 2 heures, s'il est réveillé pendant 2 heures et qu'il a besoin de dormir toutes les 50 minutes, c'est bien une tranche, c'est son pleur qui va vous donner l'indication, tiens là, il a peut-être appris plus de choses dans ce laps de temps d'éveil et il va nécessiter un endormissement plus rapide. Donc c'est vraiment d'écouter l'enfant, de le suivre et de suivre ses pleurs qui vous donnent cette indication prioritaire. Est-ce que j'ai besoin de changer de rythme, c'est-à-dire de passer de mode jour à mode récupération avec ce sommeil réparateur toutes les 2 heures quand il a 2-3 mois. Le sommeil de l'enfant continue à évoluer parce que son sommeil paradoxal va enregistrer plus d'informations qu'un adulte lorsqu'il dort la nuit. Un enfant récupère de sommeil paradoxal à la naissance, si on pouvait le mettre à l'échelle du sommeil de la nuit d'un adulte, 120 minutes de sommeil paradoxal, alors que l'adulte
il n'en a que 90. Ça veut dire que le sommeil paradoxal est, pour le sommeil de l'enfant de 0 à 2 mois, le plus récupérateur et le plus propice à une assimilation de tout ce qu'il a vécu en amont dans ce laps de temps d'éveil. Donc, si un enfant, un petit de la naissance à 2 mois, vous le voyez dans son sommeil bouger beaucoup, vous pensez qu'il ne dort pas, au contraire, c'est un signe visible de ce sommeil paradoxal qui lui permet d'enregistrer, de mémoriser et de digérer aussi tous ses acquis. Donc c'est juste normal, on ne va pas essayer de le canaliser, on ne va pas essayer de l'attacher, on ne va pas essayer de le coller contre une paroi pour se dire il faut qu'il arrête de bouger, son sommeil va être plus réparateur. Non, ce n'est pas possible, parce que son sommeil paradoxal, à lui, est accompagné de mouvements qui vont lui permettre justement d'enregistrer ces informations. Donc, laissons faire le corps du bébé, même s'il reste mou, ces nombreux mouvements des bras et des jambes sont tout à fait normaux. Les 3 principales causes des troubles du sommeil de l'enfant de la naissance à 2 mois sont soit par cette suralimentation, si à chaque fois qu'il se réveille ou qu'il justement il commence à bouger, à se surexciter, on se dit peut-être il a faim, je lui donne un bibi. Non, on lui donne trop à manger, donc il va enclencher ce système digestif qui va l'empêcher d'avoir ce sommeil réparateur paradoxal malgré le fait qu'il doive bouger. Dans un second temps, justement, c'est l'inverse. C'est qu'il a peut-être faim et on ne lui a pas assez donné à manger. Et en tout cas, il n'a pas assez d'éléments récupérateurs au niveau organique pour permettre au cerveau de digérer toutes ces informations, parce que le corps et l'esprit ne font qu'un. Ou également, ce qui est souvent le cas quand on est jeune parent et qu'on ne sait pas trop comment fonctionne un petit être qui vient d'arriver au monde. D'ailleurs, on devrait apprendre plus régulièrement aux parents que le sommeil de l'enfant et les besoins de l'enfant sont spécifiques. C'est que dans un troisième temps, l'enfant, s'il a des difficultés à dormir, ou en tout cas s'il ne dort pas bien, c'est qu'il ne se sent pas protégé et pas aimé. Ses besoins primaires, qui sont la protection et l'amour des parents ou des personnels qui l'accompagnent dans son évolution, dans son apprentissage de la vie, ne sont pas satisfaits. Donc là, on peut mettre des choses en place. Donc les bonnes règles de la naissance à 2 mois pour un enfant, c'est dans la mesure du possible de le laisser dormir et de ne pas le réveiller si c'est possible. Alors je comprends que dans la vie actuelle, on a des fois des difficultés, mais en fait, son mieux avec ce qu'on a. Il se réveille naturellement, l'enfant, quand il a faim. Donc il sera faire signe, ce n'est pas la peine de le réveiller si vous vous dites, tiens là, c'est l'heure du bibi. Parce que ça pourrait casser son rythme naturel à l'âge adulte. Dans la mesure du possible, on va l'exposer, alors bien évidemment pas sous la haute chaleur quand il fait très chaud comme aujourd'hui, mais on va l'exposer à la lumière du jour qui va permettre à son cerveau de commencer à préparer cette possibilité de pouvoir sécréter un jour, lui, tout quand il va grandir, cette sécrétion de la mélatonine. Au même titre qu'un adulte, on va commencer à lui proposer des activités de mode jour et de mode nuit. Donc un enfant, quand il dort la journée, un tout petit, le parent ne doit pas chuchoter, le professionnel ne doit pas murmurer. L'enfant doit comprendre et peut comprendre par cette attitude tout à fait normale que ce dialogue, cet échange, ce papa il fait du bruit dans la cuisine, nounou elle est en train de faire sa vaisselle et tout ça, il est en mode jour, c'est tout à fait normal et ça le perturbera moins plus tard quand il devra faire des siestes avec un environnement un petit peu plus bruyant, de ne pas se réveiller à chaque fois qu'il va entendre un son. Donc dès la naissance, on l'habitue à quelque chose qu'il est capable de percevoir, c'est-à-dire la présence d'un adulte en mode jour, et donc on évite le chuchotement. Et bien évidemment, on alterne cette routine entre l'alimentation, l'activité par les petites sorties, les activités petites d'éveil, de dodo, et on recommence, qui lui permettent d'avoir une évolution la plus juste possible par rapport à cet âge-là. On évite aussi de mettre tout de suite une petite veilleuse. Un enfant n'a pas peur de l'obscurité. Quand il se trouve dans le ventre de la maman, il fait nuit. Donc, c'est souvent une peur ou une crainte qui vient du cercle familial, ou en tout cas parental, qui va amener l'enfant à avoir des outils, ou en tout cas utiliser des mauvais rituels qui, dès la naissance, vont être difficiles à retravailler si
tout de suite, on lui permet d'accéder à cette obscurité quand on le décide de le mettre à la sieste ou quand on décide de le mettre dans la nuit. Par contre, quand c'est l'heure de la sieste, on évite de mettre une obscurité totale. C'est une sieste. On ne rentre pas dans un cycle de nuit nocturne. Donc, on laisse aussi une petite luminosité dans la pièce, que ce soit auprès des professionnels de la petite enfance ou auprès des parents dans la chambre de l'enfant ou s'il y a du cododo dans la chambre parentale, d'une petite luminosité, mais naturelle, qui indique à l'enfant que on est au moment de la sieste, on n'est pas au moment de la nuit, qui permettra déjà par ses actions d'avoir un meilleur équilibre plus tard dans cette vie de jeune enfant où la nuit devrait être plus longue, où il aura la capacité de sécréter cette mélatonine. Un bon bercement également, je vais vous montrer le petit bébé, ne se fait pas dans ce sens-là. Ça pourrait emmagasiner ou en tout cas enclencher des déséquilibres par rapport à une grossesse difficile, par rapport à un accouchement difficile, par rapport à une séparation, s'il y a besoin de laisser le bébé toute la journée chez nounou et la maman, elle culpabilise, ou en tout cas, elle est moins confortable par cette idée de ne pas pouvoir s'occuper, elle, de son enfant. Donc, un bon bercement se fait dans ce sens-là, toujours de l'avant vers l'arrière, comme un balancement au niveau de la poussette. Ça permettra d'apaiser plus efficacement le petit que dans ce sens-là. Je l'expliquerai plus en approfondi à la formation, si vous souhaitez y participer, bien évidemment. Pareil, la tétine n'est pas obligatoire. À la naissance, le bébé, s'il a besoin de trouver cette sécurité, il peut éventuellement trouver le pouce. La tétine, c'est après, on a envie de lui donner, c'est OK, mais il risque de la perdre et on rentre déjà dans des protocoles qui permettraient à l'enfant d'avoir des nuits moins complètes et donc la tétine n'est pas obligatoire. On va passer maintenant à l'enfant plus de 6-9 mois parce qu'on va synthétiser un petit peu pour répondre un petit peu à tous les besoins. Là, vous voyez que le sommeil, il évolue. On rajoute un wagon dans ce sommeil qui avant n'avait que deux, on va dire, wagons, le paradoxal et le lent léger. Là, on rajoute le lent profond à la fin. Et on augmente de 10 minutes la durée du sommeil de l'enfant vers ces 6-9 mois. Donc, ces besoins sont différents. Lesquels sont-ils ? Alors aujourd'hui, il dort encore à peu près à 6 mois, entre 14 heures. 7 heures de sommeil lent léger, comme on l'appelle lent léger, et 7 heures de sommeil REM, c'est-à-dire le sommeil lent profond, paradoxal, qui se rapproche tout doucement du sommeil de l'adulte. Il y a encore une nécessité d'une sieste le matin, une sieste dans l'après-midi et une dernière en fin d'après-midi. C'est à cet âge-là qu'apparaissent les caprices du soir. Alors, on dit caprice, mais un enfant ne fait pas de caprice. Un enfant jusqu'à l'âge de 12-13 ans, lorsqu'il ne dort pas, c'est qu'il a juste besoin de s'exprimer et il s'exprime par ses caprices pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, il y a quelque chose qui ne répond pas à ses besoins. Donc souvent, et c'est malheureusement les parents qui sont tributaires de ça, c'est qu'on veut souvent protéger l'enfant à se dire il va faire moins de caprices, ou en tout cas il va s'apaiser plus rapidement parce que je le garde plus longtemps dans les bras. Mais quand on est nounou et qu'on n'a que 2 bras mais qu'on garde 3 enfants, c'est plus compliqué. Quand en même temps on n'arrive pas à répondre à son besoin rapidement, ses caprices, c'est-à-dire ses pleurs, vont aller crescendo. Donc là c'est pareil. Écoutez plutôt que ses pleurs, observez l'enfant. S'il balance la tête, c'est qu'il souhaite être plutôt bercé que d'être pris systématiquement d'abord dans les bras. Des fois, il chouine un petit peu, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose qui le dérange, mais ce n'est pas pour autant qu'il veut rester dans les bras. Ceci dit, à 6 mois, c'est normal qu'un enfant demande à être plus régulièrement dans les bras parce qu'il a besoin d'autres besoins, parce que son cerveau accède à d'autres émotions qu'il n'avait pas à la naissance, qui lui indiquent qu'il a besoin de répondre à sa demande. Alors, il peut aussi que, quand c'est l'apparition des dents, qu'il puisse y avoir également des grincements de dents. Donc ça, c'est un signe aussi que ce caprice est lié à une évolution chronologique, biologique, parce qu'il grandit. Donc effectivement, procéder à un bon bercement, pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, va permettre un apaisement plus réparateur. De 6 à 9 mois, jusqu'à l'âge de 3 ans, ce sommeil va passer à, pareil, 3 wagons.
mais 70 minutes. On rajoute à peu près 10 minutes par rapport au cycle précédent. Donc, le cerveau va encore avoir d'autres besoins. Il y a encore au jour d'aujourd'hui, d'après les statistiques, 60% des enfants de 8 mois qui se réveillent encore une fois dans la nuit. C'est normal, on n'essaye pas de lui faire faire une nuit tout de suite s'il n'a pas ses capacités au niveau cérébral. Et bien évidemment, la sieste de fin de matinée et celle d'après-midi, de début d'après-midi, est encore nécessaire. Parce qu'il y a énormément d'évolutions au niveau de la motricité, au niveau de la cognition, de découvrir qu'il y a des gens autour de soi, de aussi ce sentiment de caprice parce qu'on sait qu'on n'est plus tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui existent dans son environnement, qui demandent tellement au cerveau de récupérer et d'emmagasiner, d'enregistrer que ces siestes sont nécessaires et indispensables pour permettre à son cerveau d'avoir la capacité d'accumuler d'autres informations au cours de la journée. Donc si un enfant il bâille, si un enfant il commence à montrer des signes de fatigue, n'attendez pas 11h30 parce que si dans la mesure du possible, vous avez la possibilité de le faire dormir avant, même si je peux concevoir quand on est assistante maternelle ou dans des structures où il y a des horaires bien spécifiques, on essaye d'agencer en fonction de cette motricité, si elle est un petit peu plus intense en début de matinée, comme c'est souvent le cas, d'ajuster cette sieste de fin matinée pour qu'elle soit plus optimale avant le déjeuner. C'est à vous d'ajuster, mais cette sieste encore, elle est nécessaire. Donc c'est vraiment d'être, dans la mesure du possible, à l'écoute de l'enfant. À cet âge-là apparaissent aussi les angoisses de pleine nuit. Elles sont évidemment responsables des éveils nocturnes. C'est parce qu'à cet âge-là aussi, l'enfant comprend qu'il n'est pas un être unique. Et cette angoisse, elle est juste là pour indiquer aux parents, elle est où ma maman? Elle n'est plus à côté de moi, donc j'ai besoin de l'appeler parce que je me sens séparée, je me sens abandonnée, je me sens seule. Alors généralement, la maman, ou en tout cas les parents, ils essayent de réconforter l'enfant en pleine nuit quand il y a ces réveils nocturnes en allumant la lumière, en commençant à lui parler. Peut-être même en essayant de le réveiller pour se dire, tiens, je vais lui donner un petit bibi ou je vais lui donner un petit peu d'eau, ça va le calmer, il va se réendormir dans mes bras et je pourrai après le reprendre, le recoucher dans son dodo. Ça, ce sont des pratiques que même moi j'ai abordées avant d'avoir toutes ces connaissances, mais qui sont plus néfastes que bénéfiques. Face à cette angoisse du réveil en pleine nuit par rapport à cette séparation que l'enfant ressent parce que sa maman ne fait plus qu'un avec lui, l'idéal, ce serait de placer, bébé est allongé dans le lit, c'est de placer votre tête au niveau de son front, comme ça, et d'obliger l'enfant à jeter un regard vers l'arrière pour vous voir dans l'angle inférieur par rapport à devant. Donc on ne se positionne jamais devant l'enfant, parce que sinon on lui dit « je peux te prendre dans les bras, je te réveille ». Je me positionne à côté de l'enfant avec un retrait un petit peu sur l'arrière de son front pour que l'enfant, pour chercher ma présence, sera obligé de rétroverser la pupille. Ça va permettre à l'enfant de se rendormir plus rapidement. Ça va permettre aussi à l'enfant de rester dans cette obscurité. Ça va permettre aussi à l'enfant de savoir que maman ou nounou ou n'importe qui ou mamie ou tata est là par cette présence de cette main sur le front. Donc, cette action sera la plus efficace face à ces angoisses qui sont liées à la séparation, la peur, parce qu'il y a cet âge-là qui met ces choses-là de façon normale en place pour un réendormissement plus rapide. Donc tout ça, ce sont des petits outils. On en apprendra beaucoup plus par rapport à chaque problématique liée à l'âge de l'enfant dans les formations que je propose au sein de la structure FEE, qui vont vous permettre, en fonction de l'âge et de l'évolution de l'enfant, d'avoir des informations, de comprendre si c'est normal ou pas, et en tout cas de mettre des choses en place pour vous permettre tout de suite d'adopter des bonnes pratiques qui permettront et à vous et à l'enfant d'être dans cet apaisement pour lui permettre de grandir plus rapidement sans avoir à écourter vos nuits également parce que vous êtes en épuisement par rapport à ces mauvais rituels, mais vous n'en saviez pas l'existence avant, donc c'est vraiment pas de votre faute. Alors, entre 1 an et 18 mois, l'enfant dort encore entre 13 et 15 heures avec des horaires bien plus réguliers au coucher et au lever. Il se cale légèrement sur des horaires qui correspondent à du régulier. La première partie de la nuit est moins bonne que la deuxième, c'est normal, on ne va pas l'aborder aujourd'hui ici,
Mais sachez que quand l'enfant a plus de difficultés de s'endormir entre ses 1 an et ses 18 mois, c'est juste normal, c'est son rythme circadien qui évolue. La sécrétion de l'hormone de croissance, elle a lieu lors du sommeil profond. Donc on n'essaye pas d'écourter ce sommeil si on sait que c'est cette hormone de croissance qui va permettre à votre enfant ou à l'enfant que vous gardez de grandir, si on peut attendre la fin de ce cycle de sommeil plutôt que de le réveiller à 10 minutes près. Donc ça, on le verra aussi plus en approfondissement lors des formations. Et l'enfant qui vit et qui dort au rythme de son propre rythme circadien, qui est dirigé par ce noyau suprachiasmatique qui se trouve au niveau de cette glande pinéale à côté de ce chef d'orchestre de ce cerveau qui s'appelle donc le chef d'orchestre de la nuit, c'est lui qui va définir quel est son rythme le plus juste. S'il a plus d'activité intense, de motricité, d'éveil, il va y avoir de l'hyperfatigue qui va s'installer plus rapidement. Donc, on ne va pas attendre 14h30 pour le mettre à la sieste, si on peut le mettre à 13h parce qu'on remarque que les signes sont de plus en plus visibles de cette fatigue parce qu'il la manifeste. Donc, on n'essaye pas d'être à cheval sur vraiment des horaires bien spécifiques pour avoir une régularité. C'est comme vous, si vous passez la journée à faire une randonnée, du vélo et tout ça, mais vous avez un appétit peut-être plus dense le soir. C'est juste normal parce que vous avez dépensé plus de calories. Un enfant dépense les calories par tout ce qu'il emmagasine au niveau cérébral. Et comme à cet âge-là, son évolution est rapide et qu'il apprend énormément par la motricité, par l'éveil, par la structure, par les accompagnements, par tous les gens qui sont proches de lui et qui lui permettent de grandir et de grandir en sécurité et apaisé et aimé. Mais il a besoin justement, en fonction de ses évolutions à lui, d'avoir un sommeil peut-être un petit peu discontinu, en tout cas en termes de régularité par rapport à des horaires bien spécifiques, parce que c'est comme si vous aviez fait cette randonnée et vous avez besoin de manger plus. Donc vraiment, prenez à compte qu'un enfant qui demande de suivre dans la mesure du possible ses propres besoins, c'est répondre le mieux à son besoin à lui de ce sommeil réparateur qui sera de plus en plus juste et de plus en plus aligné sur un sommeil réparateur profond quand il sera adulte. Entre ce 1 an et ce 18 mois, il va encore faire des siestes, une sieste en fin de matinée qui disparaît généralement à la première vers ce 16-18 mois et à bien évidemment cette sieste de l'après-midi qui est nécessaire. Là, on va aborder une autre partie de ce webinaire, mais qui est tout à fait en relation avec les problèmes du sommeil de l'enfant, en tout cas sur son sommeil. Ce sont la gestion des émotions. On va faire un petit zoom sur la gestion de la colère. Alors, un enfant, quand sa colère n'est pas bien gérée dans la journée, parce que quand on est en mode nuit, c'est-à-dire le feedback de tout ce qu'il a vécu dans la journée, c'est trop tard. Par contre, c'est trop tard parce qu'il va vous dire que cette colère qui n'a pas été gérée correctement par rapport à ce qu'il a vécu lui, vous allez la décoder, ou en tout cas, vous allez pouvoir l'identifier à des réveils entre ce 1h et ce 3h du matin. C'est ce qu'on apprendra aussi lors de la formation, c'est la gestion des émotions qui a une répercussion sur des horaires bien précis de réveil alors qu'on devrait dormir, qui sont en lien avec des émotions et qui sont en lien avec quelque chose qu'on aurait peut-être pu gérer différemment dans la journée, qui, dans un autre sens, va permettre d'avoir ces réveils entre ce 1h et ce 3h du matin, si on les a gérés en amont. Alors, quand on reste dans la colère, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la journée qui va permettre à l'enfant de ne pas ressentir de la colère et il ne va pas réveiller ses parents entre ce 1h et ce 3h le matin? Alors déjà, on la laisse s'exprimer. Un enfant, par la colère, c'est une indication qui lui permet de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, j'ai envie de grandir comme ça. Non, j'ai envie de manger comme ça. Non, j'ai envie parce que je suis unique, j'ai mon propre besoin, j'ai ma propre personnalité. Laisser exprimer la colère à l'enfant permet à l'enfant de pouvoir s'affirmer quand il grandira, de pouvoir défendre sa dignité parce qu'il est un être aussi important que le voisin. On est tous uniques, mais on est tous importants de la même manière. Et surtout, de protéger son territoire. Là, tu ne rentres pas dans ma zone de confort. Je ne suis pas d'accord parce qu'ici, c'est mon endroit à moi. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même pour pouvoir continuer de grandir, d'avancer et de bien dormir. La colère est une énergie de défense face à une injustice, une agression ou un envahissement de son territoire et donc de son intimité.
Donc, laissons exprimer l'enfant. Pour les crèches, pour les assistantes maternelles, s'il y a plusieurs enfants qui sont en mécontentement, cette colère, on peut la laisser l'exprimer en identifiant un endroit destiné à la colère. Un endroit dans une pièce, un endroit dans une structure qui permet à l'enfant d'exprimer sa colère pour pas non plus déranger le reste du groupe. Mais c'est de travailler sur un espace identitaire bien spécifique pour que l'enfant puisse exprimer cette colère. À partir de 3 ans, le sommeil ressemble grosso modo un petit peu au sommeil de l'adulte qui va encore légèrement évoluer. On passe quand même à 90 minutes de cycle, donc ce qui est un cycle normal court pour un adulte qui va aller jusqu'à 120 minutes. Voilà. Il faut savoir aussi que le premier sommeil, 10 stades de premier sommeil, le sommeil très profond disparaît à partir de 30 ans. D'ailleurs, savez-vous que notre sommeil devient adulte à l'âge de 21 ans? Donc jusqu'à 21 ans, si on est une femme, et jusqu'à 24 ans, si on est un homme, on reste des enfants et on a un sommeil dit de l'enfance, même si aujourd'hui on ne va pas l'aborder. Donc là, je vous l'ai déjà décrit tout à l'heure, c'est le sommeil de la phase finale de l'adulte qui va ressembler à peu près vers ce 3 ans au sommeil de l'enfant. C'est d'ailleurs ce que vous apprendrez si vous avez envie de continuer d'apprendre des choses sur le sommeil de l'enfant qui vont être pris en considération entre cette deuxième formation que je dispense au sein de la structure FEE sur le sommeil des 3 à 6 ans, qui aura lieu par contre sur une seule journée en présentiel. Vous avez la date de la prochaine formation, avec bien évidemment une possibilité en journée pédagogique. Dans la deuxième formation, ce qu'on n'a pas pu voir non plus aujourd'hui, parce que voilà, on arrive presque au terme de ce webinaire. J'espère que vous avez déjà pris du plaisir à partager. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à partager toutes ces choses-là avec vous. C'est qu'on approfondira plus ces problèmes récurrents peut-être d'un enfant dans son quotidien. Les cauchemars, le pipi au lit, la peur du noir, les terreurs nocturnes, le stress et bien évidemment tous ces mauvais rituels. On en a déjà évoqué certains entre ce 0, 2 mois, même jusqu'à 6 mois et 8 mois tout à l'heure. Je vais laisser la main à Lucie pour vous dire un petit peu comment on peut s'inscrire. Et puis après, je vais peut-être répondre à 2-3 questions parce que là, on est à 13h40. Et puis, si vous avez peut-être des impératifs ou des dispositions par la suite, je vous permettrai de vous libérer. Je te laisse la main, Lucie. Je vous remercie. Quoi? Alors, merci pour ceux qui ont les micros allumés. Malheureusement, vous êtes trop nombreux, vous êtes 96, donc vous pouvez poser peut-être des questions dans le chat si vous le souhaitez, mais de pouvoir ouvrir vos micros et poser des questions, ça va être trop compliqué. Donc déjà, merci Caroline. Avec plaisir, merci à vous. Bonjour, pouvez-nous vous partager votre diaporama, s'il vous plaît? Il est déjà partagé. Il faut cliquer sur écran Caroline et là, vous aurez le diaporama. Voilà. Donc, merci Caroline pour ton intervention. Du coup, tu peux passer à la slide suivante. Je vais expliquer effectivement comment s'inscrire pour les formations. Voilà. Donc, juste pour information, donc nous venons de commencer à mettre en place les webifés, nous les avons appelés. Et donc, pour information, le prochain webifé aura lieu le mardi 5 mai. En fait, les webinaires ont lieu chaque premier mardi du mois. Et donc, le prochain sera aussi de 13h à 13h45 sur le thème de la nature avec Sandy Gendron. Vous pouvez scanner le QR code pour l'inscription. Vous retrouverez aussi toutes les informations sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Sachez que vous allez aussi recevoir le PDF. Donc, vous aurez toutes les infos dans le PDF. Tu peux passer à la slide suivante si tu le peux. Voilà. Donc, déjà, je vous remercie pour votre attention et votre participation. Vous allez recevoir un mail post-webinaire où vous aurez à disposition le replay du coup de ce webinaire, le PDF, donc le support de Caroline Joutot et toutes les informations qui concernent du coup l'organisme de formation. Vous allez aussi recevoir un questionnaire de satisfaction voilà, auquel on vous demandera de répondre. Et pour ceux et celles que ça intéresse, vous allez recevoir aussi ce mail, un lien du catalogue de l'organisme de formation avec l'ensemble des formations proposées par l'association FEE et donc celles au pluriel proposées par Caroline et aussi un lien d'inscription. Après, nous restons disponibles, donc l'association FEE, par téléphone ou par mail si vous avez des questions. Vous avez aussi notre site internet
et là, vous avez le QR code qui vous amène directement sur notre site internet, sur la partie organisme de formation. Voilà, alors je regarde juste. On peut peut-être ajouter, si tu permets, Lucie, que s'il y Vas-y, a je t'en prie. plusieurs personnes qui aimeraient suivre la formation mais ne peuvent pas se déplacer, qu'on peut éventuellement nous déplacer. Voilà, il y a des possibilités. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos besoins, de vos attentes. Donc, dans un premier temps, on propose des formations en présentiel ici à Pau, mais voilà, tout peut être envisageable et on reste bien évidemment disponible pour les questions. Voilà, vous étiez 97 participants. Donc, merci vraiment pour votre Merci à vous, participation merci à et vous votre toutes. attention. Merci à toi, Caroline, Avec et plaisir. je reste Merci à toi, Lucie. disponible si besoin. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à toutes et Au passez une revoir. bonne journée. Dormez bien et à bientôt. Au revoir.